Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit de réponse. Droit de réponse est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à deux faits majeurs, deux dossiers importants qui, chacun dans son domaine, interrogent le fonctionnement des institutions, la gouvernance publique et la capacité de l'État à répondre aux attentes des citoyens. D'un côté, une crise énergétique qui affecte le quotidien des populations à travers des délestages récurrents et de l'autre, une affaire judiciaire qui continue de bouleverser l'opinion publique et de soulever des questions sur la manifestation de la vérité. Sur le front de l'énergie, 40% des usagers des régions du littoral et de l'Ouest sont dans le noir, titre le quotidien Le Jour. À l'origine, écrit le journal Mutation, la décision du producteur britannique Globelec d'arrêter les centrales de Kribi et de Douala d'une capacité de 304 mégawatts. Cette mesure, précise le journal, fait suite au blocage de ces comptes par l'administration fiscale dans le cadre d'un recouvrement forcé. N'y a-t-il pas derrière ce dossier des enjeux qui dépassent le simple cadre d'une question fiscale? L'administration fiscale applique-t-elle la loi avec rigueur ou cherche-t-elle à faire un exemple avec Globelec? Comment trouver l'équilibre entre la mobilisation des recettes fiscales et la préservation des investissements privés? Cette affaire ne pose-t-elle pas la question de la sécurité juridique des investissements au Cameroun? Si l'actualité économique retient l'attention de la presse, l'actualité judiciaire connaît elle aussi un moment décisif. L'affaire Martinez-Zogo vient en effet de franchir une étape majeure, peut-être même l'une des plus déterminantes depuis l'ouverture du procès. Devant le tribunal militaire de Yaoundé, la diffusion de la vidéo montrant les sévices infligés aux journalistes animateurs de la radio Amplitude FM a plongé l'audience dans une vive émotion et les grandes unes des principaux canards l'illustrent à suffisance. L'horreur au tribunal, écrit le quotidien Le Jour. Scène d'horreur, titre le quotidien Le Messager. Film d'horreur, commente le journal Mutation. La vidéo qui glace le sang, observe le journal Émergence. Et les journaux s'accordent également à reconnaître qu'avec cette séquence vidéo, diffusée pour la toute première fois au tribunal, le procès prend un tournant décisif, conforté en cela par cette nouvelle phase qui démarre également où les preuves techniques et numériques occupent une place centrale. Ces images permettront-elles d'établir plus clairement les responsabilités? Peuvent-elles accélérer la manifestation de la vérité judiciaire? Que révèle cette vidéo sur les pratiques de torture et de violation des droits humains dans cette affaire? Quel message la diffusion de cette vidéo envoie-t-elle aux journalistes et aux défenseurs des droits humains? Et au sujet de l'expertise, au mieux du rapport de l'expert Belbichoka devant le tribunal, apporte-t-il des certitudes ou soulève-t-il davantage des interrogations? Cette expertise a-t-elle permis d'éclairer définitivement les circonstances de la mort de Martinez-Zogo ou demeure-t-elle un sujet de controverse au cœur du procès? Et puisque nous parlons de justice et donc forcément des magistrats, pourquoi pas faire une jonction de procédure avec l'affaire du Conseil supérieur de la magistrature en hibernation depuis 6 ans? Le chef de l'État refait parler de cette institution. Il a signé mardi dernier, écrit Cameroun Tribune, un décret portant nomination de nouveaux membres titulaires et suppléants pour un mandat de 5 ans. Et il a privilégié la continuité, commente le journal Émergence. Le décret présidentiel du 2 juin 2026 est-il le signe d'un réveil ou un simple trompe-l'œil? Du moment où la Constitution de la République du Cameroun dispose, en son article 37 alinéa 1, que la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais, comment ce peuple peut-il avoir foi en sa justice quand l'organe suprême qui gère les magistrats est resté muet pendant 6 ans? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de droit de réponse de ce dimanche 7 juin 2026, convié au débat cette mi-journée. J'introduis Maître Calvin Diop. Bonjour. Merci, monsieur, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et dans le procès Martinez-Zogo, vous êtes l'avocat qui défend Martinez-Zogo et les ayants droit les ayants droit, voilà, disons ça de façon simple comme ça. Merci infiniment. En tout cas, mais c'est pas à ce titre que vous êtes convié sur ce panel. Vous êtes convié tout simplement comme avocat et surtout comme quelqu'un qui a été au tribunal ce jour où cette vidéo a été diffusée et nous souhaitons avoir
votre avis sur ce qui s'est passé là-bas. Merci infiniment d'être là. À ma droite, c'est Edmond Kamgia. Bonjour Edmond, merci d'être là. Journaliste, éditorialiste à la Nouvelle Expression et consultant droit des réponses. Merci cher monsieur d'être sur ce plateau ce dimanche. Et puis à l'extrémité gauche, bien évidemment, c'est Aristide Mono. Bonjour Aristide et bienvenue à Douala. Merci d'avoir fait le déplacement pour participer au débat. Le dénominateur commun avec Maître Calvin Diop, c'est que vous aussi vous étiez au tribunal militaire de Yaoundé ce lundi lorsque cette vidéo a été diffusée. Vous me direz qu'est-ce que vous avez ressenti et quelles sont les impressions que la publication, la diffusion de cette vidéo vous a apporté. Merci infiniment d'être là. Vous avez dit dénominateur commun, oui. Il y a un quatrième invité sur ce plateau qui lui aussi était au tribunal militaire ce premier jour de la semaine lorsque cette vidéo a été diffusée. Il est avocat au barreau du Cameroun, Maître Claude Assira, que nous allons recevoir sur ce plateau d'un moment à l'autre. Merci donc, chers messieurs, d'être là. Je voudrais en entrée vous proposer de commenter cette actualité en rapport avec le Conseil supérieur de la magistrature avant d'attaquer, on va le dire, les plats chauds qui ont été annoncés en sommaire. Maître Calvin Diop, le président de la République, a signé le 2 juin 2026 un décret, le décret numéro 2026/201 portant nomination des nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature dont les mandats de 5 ans étaient largement expirés. Je dois préciser que selon certains analystes, la principale conséquence de l'hibernation dans laquelle est plongée cette institution depuis plusieurs années maintenant, c'est le ralentissement du service public. Selon eux, l'appareil judiciaire tourne pratiquement à vide. La pénurie des magistrats dans les tribunaux engorge les cours, entraînant des détentions provisoirement, on va dire provisoires, abusivement longues pour les citoyens ordinaires, par exemple. Est-ce que c'est votre avis? Oui, en fait, je pense que déjà, il faut définir vraiment ce que c'est que le Conseil supérieur de la magistrature. Ouais. On a l'impression que les Camerounais entendent souvent parler de cela sans savoir exactement ce que c'est. C'est un organe fondamental dans la vie judiciaire du Cameroun. Enfin, parce qu'il fait l'équilibre entre les magistrats, le pouvoir exécutif et les justiciables. C'est un organe vraiment un organe régulateur. Aujourd'hui, comme vous le dites, on a nommé des membres de cet organe qui est en hibernation depuis plus de 6 ans. Ouais. La question, le point pour moi essentiel, c'est de savoir est-ce que nommer suffit? Est-ce que nommer c'est faire fonctionner? Est-ce que nommer c'est instaurer une certaine régularité? Donc, pour apporter une partie de réponse, il faudrait que cet organe qui est le Conseil supérieur de la magistrature soit régulier, que son fonctionnement soit régulier. C'est pas la justice, c'est pas un organe qu'on fait fonctionner en pause, par intermittence. C'est pas on appuie un bouton parce que politiquement ou conjoncturellement on a besoin d'envoyer un signe. Non, c'est une institution importante dans la vie des Camerounais, et donc ce d'autant plus que c'est un organe qui permet de réguler le fonctionnement des magistrats, les évolutions, les éventuelles sanctions quand il y en a. Et là, comme vous le dites, depuis 6 ans, rien ne s'est passé. Ça interroge sur l'effectivité de l'état de droit dans lequel on est censé vivre. Parce que si l'organe judiciaire en soi n'est pas le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas mis en branle régulièrement, on a non seulement les magistrats eux-mêmes qui sont en danger, parce que souvent ça les met dans une position de pression qui est incommensurable. Les justiciables sont aussi en danger, parce qu'ils se disent que finalement, si ces magistrats-là même, qui sont censés rendre des décisions nous concernant, si eux-mêmes ne sont pas contrôlés, si leur organe n'est pas régulièrement mis en place, leurs évolutions ne sont pas prises en compte, et que tout ce mécanisme-là est un peu en hibernation, comment nous, quelle crédibilité, quelle lisibilité allons-nous donner aux décisions qui sont rendues à notre encontre? Donc, c'est vraiment une question fondamentale de
du fonctionnement de ce Conseil supérieur de la magistrature, qui ne doit pas simplement être un organe de prestige. Est-ce qu'on veut un Conseil supérieur de la magistrature qui est juste une vitrine institutionnelle, ou on veut un Conseil supérieur de la magistrature qui est un véritable organe qui fonctionne au quotidien au service non seulement des magistrats, mais aussi des justiciables? Maître Kolasira, bonjour, merci d'être là. On parle du Conseil supérieur de la magistrature, 6 ans d'hibernation, 4 générations au moins d'auditeurs de justice bloqués, plus de 500 dossiers de plaintes et de discipline en souffrance. La note est suffisamment salée. Pourtant, on n'a pas le sentiment que demain, ce conseil va être convoqué. Vous savez, quand on parle du Conseil supérieur de la magistrature, moi je suis fils de magistrat. J'ai connu une autre magistrature sous un président de la République qu'on disait pourtant un peu moins évolué intellectuellement que celui que nous avons aujourd'hui. Nous avions des gens qui étaient, on va dire, simplement des gens de bon sens. Ils n'ont pas fait de grandes études, il n'y avait pas Internet, le téléphone mobile portable, partout où on était, pour pouvoir savoir comment les choses se font autrement. Et pourtant, je peux vous dire que le Conseil supérieur de la magistrature avait un sens. Les magistrats se tenaient d'une certaine façon, il y avait une certaine discipline, parce qu'on savait qu'à une certaine échéance, on allait être sanctionné. Mon excellent confrère Job, ici présent, que je salue affectueusement, a indiqué à peu près ce que c'est que le Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez non seulement l'intégration des magistrats, vous avez également ça, vous n'avez plus qu'un pan. À la rigueur, on pourrait se dire que ça ne concerne que des situations individuelles, fonctionnaires, c'est-à-dire que voilà, ça relève de la fonction publique, il intègre qui il veut ou qui ne veut pas. Mais quand vous prenez l'organe envisagé comme étant un organe de régulation de la justice, dont on connaît le rôle essentiel dans une société aussi secouée que peut être la nôtre, de l'intérieur comme de l'extérieur, je vous assure que moi les bras m'en tombent de voir comment on peut ne pas fixer des échéances, un rythme de vie, une cadence dans cette vie. Parce que, outre l'intégration, vous avez les mutations. Dieu sait que le fait de rester sur place finit par créer ce qu'on appelle des rentes de situation. C'est vrai pour la magistrature, c'est vrai aussi pour le pouvoir politique. Voilà. Là, on a 43 ans, on voit très bien à quel point d'inertie on est aujourd'hui. C'est la même chose pour le magistrat. Et je pense que même vous, tous, autant que nous sommes ici, si nous mettons un temps important à un endroit, on n'aura plus le recul qu'il faut. J'ai expliqué déjà ici à vos téléspectateurs une anecdote qui m'est advenue à moi-même. Un ami d'enfance, on a grandi ici au lycée Jean Sadwala. Chacun a pris sa route, et puis on se retrouve à Yaoundé, il vient à mon cabinet, où j'étais déjà depuis à peu près 8-9 ans. J'entrais à mon bureau tous les jours, je ne voyais rien d'anormal. Et Emmanuel, il s'appelle, entre un jour, il me dit, mais Claude, regarde un peu, voilà, sur une toile qu'on m'avait offert, enfin, sur un tableau qu'on m'avait offert, il y avait des toiles d'araignée. Vous voyez, pour moi, c'était devenu banal, ordinaire. Voilà. Parce que le regard finit par s'encrasser et admettre intellectuellement dans l'inconscient, le subconscient, des choses mauvaises. Donc vous n'avez plus les 2 pas de recul qui vous permettent de vous remettre en cause et de faire autrement. C'est la même chose pour la magistrature. Vous finissez par avoir des rentes de situation qui font qu'au bout d'un moment, vous êtes là, le cercle de la corruption finit par venir se kératiniser autour du corps, et on en est là. Et puis vous avez les sanctions. Quand je dis sanctions, ça peut être les sanctions positives comme des sanctions négatives. Et dans ce corps, plus qu'un autre, le contrôle est nécessaire, puisque nous savons très bien, on n'a pas un indice de perception, notamment la corruption, dont tout le monde subodore que dans cette matière, comme c'est le cas pour tout ce qui est pouvoir, si vous n'avez pas un autre pouvoir pour arrêter le pouvoir de la justice, vous avez un risque de corruption du corps et du pourrissement du corps. Parce que la corruption, c'est le pourrissement. Donc, vous n'avez pas un Conseil supérieur de la magistrature qui fasse son travail pour pouvoir donner sanction. Je voulais juste vous signaler en passant que même lors du précédent Conseil supérieur de la magistrature, le volet sanction avait été suspendu. Ouais. Donc, les dossiers que vous comptez, je ne sais pas de quand, par votre point de départ,
Mais ça fait un moment. Donc, imaginez la situation dans laquelle les magistrats peuvent se trouver aujourd'hui. Vous n'avez aucune obligation de rendre compte, ni à votre morale. Vous entrez dans leur bureau, vous allez trouver, tous ont des Bibles dans leur bureau. Mais vous vous demandez à quel moment la Bible vient évoquer quelque chose pour eux. Vous avez, d'ailleurs, il faut se méfier de la Bible, parce que j'ai entendu parler d'une manifestation qui a eu lieu à Douala. Je ne sais pas qui est l'instigateur, mais j'entends un homme politique qui est chroniqueur sur une chaîne concurrente qui parle toujours avec la Bible. Alors moi, je croyais savoir que la Bible appelait à la fraternité, à l'union, au pas vers l'autre. Mais cette Bible-là qui lui indique, qui lui impose d'avoir à appeler, à chasser l'autre, le frère qui est là avec vous, j'avoue que je ne sais pas. Donc, il va falloir peut-être que la Bible, on finisse par la remettre un peu en cause dans les utilisations qu'on peut en faire en dehors de l'Église. On parlera certainement de la Bible dans une autre émission. Maître Claude Assira, vous avez évoqué certains éléments qui renvoient à la loi du 26 novembre 1982 portant justement organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, notamment les articles 12 et 13 qui évoquent la question des tableaux d'avancement et surtout de l'organe disciplinaire. Je ne sais pas si vous avez relevé ou noté que cette loi date de 1982. Est-ce que le moment n'est pas venu de dépoussiérer cette loi-là? Encore que lorsque j'ai parcouru, peut-être que le fait de ne pas être juriste ne me permet pas de tout voir, mais j'ai essayé de parcourir toute cette loi et je ne vois nulle part où il a indiqué de façon claire une périodicité de cette tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que ça ne fait pas partie des éléments qu'il faut peut-être introduire dans une initiative ou dans un projet de révision ou de... On va dire ça comment? Je n'ai pas préparé ce point particulier, mais il me semble quand même qu'il y a eu un texte intermédiaire. Il me semble, oui, il me semble. Je ne l'ai pas en tête, il doit y avoir un décret intermédiaire. Mais évidemment, poser la question comme vous le faites, c'est un peu y répondre. On a pensé qu'il fallait... Vous avez pu constater que le seul texte qu'on révise ici, c'est la Constitution. Celui qui est précisément censé être la loi fondamentale. C'est lui qu'on révise. Je ne sais pas combien de révisions il y a déjà eu, mais d'ailleurs, à chaque fois, les révisions ne sont jamais faites dans l'intérêt du peuple. Elles sont toujours faites dans un intérêt pour pouvoir aménager son petit confort et tout. La dernière révision date d'à peu près 2-3 mois. Vice-président, quelle était l'urgence? Il y a tellement d'autres textes qui sont anciens, tout simplement parce que la vie des institutions, elle est comme la vie des hommes. Elle évolue. Personne ne peut dire que le jeune ou l'homme, l'être humain qui était en 1982, ses valeurs soient restées les mêmes 40 ans plus tard. Ce n'est pas possible, 44 ans plus tard. Donc il y a eu forcément une évolution des mentalités. Il y a eu l'introduction dans la vie de tous les jours, la vie institutionnelle, d'un certain nombre d'éléments nouveaux. La télévision s'est emparée de tout, Internet, etc., qui font que on aurait dû au moins les intégrer. Quand je fais une petite comparaison avec notre texte organique qui est de 1990, vous allez forcément en entendre parler. Je sais que vous interrogez tous les jours le bâtonnier là-dessus, sous un angle d'ailleurs qui permet de ne pas faire beaucoup de vagues toujours. Vous vous contentez de faire juste un petit aparté entre soi. Et il vous dit ce qu'il vous dit, sans aucune contradiction en face. Bon, ça c'est votre ligne éditoriale, je l'accepte. Mais je considère aussi que, quand vous regardez par exemple la loi de 1990, aujourd'hui, il va être difficile d'organiser des élections dans le cadre nouveau, c'est-à-dire comme le font la plupart des institutions, un vote électronique. C'est quand vous regardez la loi ne prévoit pas ces textes-là. Il y a eu des évolutions de choses qui font qu'à l'époque, la loi, il y avait à peu près à peine 200 ou 300 avocats. Aujourd'hui, vous êtes 5 ou 6 000 avocats. Il y a quelque chose qui l'aurait. Donc, est-ce que cette loi est adaptée? Ne faut-il pas la réviser? Alors, imaginez si on peut se poser la question pour un texte de 1990, qu'est-ce qu'il en serait pour un texte de 1982? Aristide Monod, quelle est votre analyse de cette actualité? Le décret du 2 juin 2026 est-il, de votre avis, de votre point de vue, le signal d'une véritable renaissance de l'institution
après 6 ans d'hibernation où ça est-il, on va dire ça comment, d'un simple jeu de corps, d'une feinte, je sais que vous êtes un très grand fan de foot, d'un dribble dont le président Biya, lui seul le secret. C'est plutôt de la gesticulation, c'est-à-dire l'art de faire semblant d'avancer en faisant le pas sur place. La gesticulation, l'art de faire semblant d'avancer en faisant le pas sur place. Je crois que la gestion de M. Paul Biya peut donner le surménage à quelqu'un. Parce qu'on ne comprend pas comment un pays peut fonctionner au rythme d'un individu. Si Paul Biya est malade, le pays est malade. Si Paul Biya est absent, le pays est en congé. Si Paul Biya fait des caprices, le pays est en hibernation. Si Paul Biya décide d'aller courir d'abord le pays est au point mort. Ça veut dire que le fonctionnement du Cameroun va au rythme du fonctionnement de l'homme Paul Biya, pas du président de la République, de l'homme Paul Biya. Vous vous souvenez de cette Coupe du Cameroun où il avait été interdit à l'arbitre de faire jouer les prolongations et d'aller directement au tir au but. Ça veut dire qu'on défie même les lois du football parce qu'il se fait déjà un peu tard, le président doit déjà rentrer. Dans ce cas, il n'a qu'à désigner une autre personne. Le problème fondamental est celui de la place du président de la République dans le fonctionnement du Conseil du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que les décisions que doit prendre le président de la République concernant le corps des magistrats doit s'appuyer sur l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Pour dire autrement, tant que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas donné son avis, le président de la République, en principe, ne peut rien faire, ni intégrer les jeunes magistrats en attente, les auxiliaires de justice, ni procéder à des promotions, ni envoyer les magistrats à la retraite. On parle aujourd'hui de près de 150 qui doivent déjà aller se reposer, ni sanctionner même. Or, s'il ne tient pas ce Conseil supérieur de la magistrature, comment on va donc obtenir l'avis de ce Conseil qui va permettre au président de la République de prendre la décision? Vous voyez donc que le problème, c'est Paul Biya, l'homme Paul Biya. Et aujourd'hui, on est vraiment très curieux de constater que les concernés sont dans un silence, j'allais dire complice, un silence incompréhensible. Vous avez des programmes ici du Val-Fangwa qui permettent de donner la parole à ceux qui veulent exprimer leur frustration, qui veulent se plaindre. Jusqu'ici, vous n'avez reçu aucun représentant de ces auxiliaires de justice qui sont au chômage. Ça veut dire qu'ils ont été formés à l'ENAM. Leurs parents les ont envoyés à l'ENAM. On a acheté les vestes. Ils ont porté les vestes pendant la période de leur formation. Après, ils sont allés raccrocher les vestes pour commencer à faire le taxi, pour commencer à vendre au quartier. Parce qu'ils sont complètement au quartier du moment où ils ne sont pas intégrés. Mais entre-temps, on a l'impression qu'ils ne se soucient pas trop de cette situation. Voilà, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième promotion. Je crois qu'on est aujourd'hui à la 6e. Tous sont muets. Ils attendent plutôt que Edmond Kanga vienne sortir les yeux rouges à leur place sur un plateau de télévision et après subir les coups de Moulinex. Donc, notre pays est quand même bizarre dans le fonctionnement qui est pratiquement centré autour d'un individu et dans la réaction, le comportement même des Camerounais. C'est pourquoi parfois nous nous disons que le jour où Biya partira, beaucoup sortiront
d'un terrible rêve. Ils auront l'impression qu'on avait paralysé leur cerveau pendant 42 ans. Ça veut dire que les gens refusent de voir la réalité en face. On va faire semblant de renouveler les choses, on nomme tel, on essaie d'intégrer quelques individus de l'opposition de convenance, mais cela n'apporte absolument rien du moment où l'appareil ne fonctionne pas. Vous constituez une équipe de football, mais vous ne livrez aucun match. Ça veut dire que vous êtes tout simplement dans ce que j'ai exprimé tout à l'heure, la gesticulation, l'art de faire semblant d'avancer en faisant le pas sur place. Edmond Kamkia, le président de la République, dans ce décret, a nommé plusieurs personnalités, ou du moins ça a renouvelé certains mandats, des personnalités désignées par le président, par l'Assemblée nationale, des personnalités désignées par la Cour suprême, des personnalités désignées par le président de la République lui-même, et puis il y a également des membres suppléants. Alors, Sopot Touté Marlise, Ngoni Mariam et Somba Bengono Angelbert, comme personnalité désignée par l'Assemblée nationale, comme personnalité désignée par la Cour suprême, Foufoun, épouse Waka, Mekoulou, Kunegonde, épouse Ngoti, M. Moukouri Francis Claude, et comme personnalité désignée par le président de la République, et Konona Albert. Et les membres suppléants, Alioum Fadil, Donald Malomba et Ngoïsi Roland Adel. Alors plus loin, il y a également la personnalité désignée par la Cour suprême, Oumarou Abdou, Soken Georges, et plus loin, personnalité désignée par le président de la République, Sali Daïrou. Voilà. Mais la question que j'avais posée, c'est, lorsqu'on parcourt la Constitution, dans son article 37, alinéa 1, on peut lire que la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple camerounais. Alors la question qu'on se pose, c'est, comment est-ce que ce peuple peut-il avoir foi en sa justice quand l'organe suprême qui gère les magistrats est resté muet pendant 6 ans? Le peuple s'interroge, le peuple murmure, le peuple se pose beaucoup de questions depuis 6 ans et se demande en réalité s'il est toujours gouverné de façon, j'allais dire, normale. Parce que je ne reviendrai pas sur ce que les autres panélistes ont déjà évoqué, que je partage d'ailleurs, sur ce silence, sur tout ce temps qui est passé, sur ces auditeurs de justice qui ne savent plus à quelle séance se vouer, sur tout ce que la justice aurait pu être positivement si les choses avaient été faites, si le Conseil supérieur de la magistrature s'était tenu depuis 6 ans. Il me semble que les choses n'auraient pas, sur le plan de la gangrène, sur le plan de la corruption, sur le plan du malaise, sur le plan de la morale, été aussi négatives. Cela me fait penser à une interpellation qui avait été faite au ministre de la Justice, garde des Sceaux, par le Parlement, à travers les questions écrites ou orales des députés et des sénateurs, qui lui posaient cette question, justement. Il estimait que son souhait était également que cela se tienne le plus tôt possible. Parce qu'il a plein de dossiers, plus de 860 dossiers au moins, sur le plan disciplinaire concernant les magistrats. Imaginez, en 6 ans, si on avait plus de 860 dossiers disciplinaires, combien y en aurait-il entre-temps, à ce jour? Peut-être 2 fois plus, peut-être 3 fois plus, compte tenu de ce que nous voyons, de ce que les Camerounais voient aujourd'hui, dans la manière dont les choses sont, dont la justice gère les affaires. Il ne me semble pas que la justice, dans la majorité des cas, fonctionne normalement. Il me semble qu'il y aurait beaucoup d'autres dossiers disciplinaires que le ministre de la Justice aurait peut-être déjà ajouté à ces cas qu'il avait évoqués au Parlement. C'est pour vous dire que le peuple, la justice est rendue au nom du peuple camerounais, mais le peuple camerounais a du mal à se reconnaître en cette justice. Je dis bien, le peuple camerounais a du mal à se reconnaître dans cette justice, parce que dans beaucoup d'affaires qui ont fait la chronique, qui ont défrayé la chronique, et dont les médias, effectivement, en ont beaucoup parlé, on a vu des décisions de justice qui ont créé des malaises,
qui ont donné l'impression que la justice est déconnectée du peuple. Autant que le gouvernement est déconnecté aussi du peuple. Il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens, qui étaient ce que moi je suis en train de souligner. Et je voudrais surtout dire une chose. Pour prolonger la réflexion que vient de faire Maître Assira, sur cette tendance répétée, n'est-ce pas, du gouvernement ou de la présidence de la République, à faire modifier la Constitution pour des intérêts particuliers, non pas au nom du peuple camerounais, pour les intérêts du peuple camerounais, que s'il y avait quelque chose à faire aujourd'hui, par rapport à la thématique que nous débattons, c'est de faire en sorte que ce ne soit plus le président de la République qui soit le président du Conseil supérieur de la magistrature. Que cela rentre dans le domaine du judiciaire, parce que la Constitution a consacré le pouvoir judiciaire. Et il serait tout à fait normal que ce soit la justice, à travers ces magistrats, qui organisent, gèrent la carrière, l'intégration, l'ensemble de la carrière des magistrats, comme cela se passe ailleurs. Je ne veux pas citer le nom des pays ici, je sais que des copanistes comprennent de quoi je parle. Ce sont les magistrats qui doivent gérer leur propre carrière, et non pas l'exécutif. Très bien. Alors, Aristide Monod, je parlais tout à l'heure de jonction de procédure. C'est vrai que moi, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Mais bon, disons, pour être un peu plus sérieux, généralement, on parle de lier deux affaires distinctes. Je crois que c'est bien ça, Maître Diop. Puisque nous parlons de la justice, restons dans les couloirs de la justice pour évoquer cette affaire qui retient l'attention de l'opinion publique depuis 3 ans. Il s'agit de l'affaire Martinez-Zogo qui est entrée dans une phase cruciale, qui a pris un tournant décisif avec la diffusion cette semaine d'une vidéo étant présentée comme étant les derniers instants de Martinez-Zogo. On a parcouru les unes des journaux qui ont fait le compte rendu de cette affaire. Et pour l'essentiel, ces journaux parlent d'horreur. Je prends le cas du journal Le Jour, affaire Martinez-Zogo, l'horreur au tribunal militaire, des vidéos choquantes ont été projetées. Le journal de Mutation, affaire Martinez-Zogo, le film d'horreur, dans une salle émue jusqu'aux larmes, la vidéo du supplice du célèbre animateur radio d'une violence rare a été projetée à l'audience lundi au tribunal militaire de Yaoundé, éclairant les circonstances de son assassinat. Le journal Le Messager, assassinat de Martinez-Zogo, scène d'horreur. La nouvelle expression, la vidéo de la torture de Martinez-Zogo plonge le tribunal dans l'effroi. Et il y a surtout le journal Émergence, la vidéo qui glace le sang. Alors vous étiez dans cette salle du tribunal militaire de Yaoundé ce jour, lorsque cette vidéo a été projetée. Quelle était l'ambiance dans cette salle? Quel est le sentiment que vous avez eu en regardant ces images? Je vais préciser que j'étais plutôt là le 2e jour et sur la demande de l'avocat de Danwe, on a projeté à nouveau la vidéo en mode replay. Bon, lui, il était à la recherche, je ne sais pas de quel élément, parce qu'il voulait savoir si dans les 4 vidéos, il y a le cadavre de Martinez quelque part, parce qu'il demandait est-ce qu'il est donc mort en regardant la vidéo. Mais je crois que il y a certains ici au Cameroun qui ne méritent même pas le qualificatif d'être humain. Ça veut dire qu'on n'a même pas à les classer parmi les humains. Je ne sais pas si on devrait les appeler des animaux, mais l'animal tout au moins tue pour des raisons précises, soit pour se nourrir, soit pour se défendre. Mais dans le cas d'espèces, je ne crois pas vraiment que ceux qui ont opéré sur le terrain et sont même proches de cette réalité qui accourt chez les animaux lorsqu'il s'agit de tuer. Je me demande bien si ceux qui ont posé cet acte ont été entraînés quelque part à la torture, s'ils ont été entraînés aux techniques de mise à mort à crosse, parce qu'on a l'impression que ce sont des professionnels de la torture.
ce sont des tueurs formés avec toute la barbarie qui va avec. Martinez Zogo est couché sur le sol nu en train de se débattre. Sa bouche est attachée, totalement nue, une oreille est sectionnée. Il y a une autre vidéo. Il y a d'un de ces tortionnaires. Voilà, il y a une vidéo où on appuie complètement son pied. Les yeux de Martinez, parce qu'il a encore en vie, il est en phase d'agonie. Ses yeux sont fermés. Donc forcément, ils avaient déjà crevé ses yeux, parce que c'est fermé. Et le sang, et on voit le sang, on torche le visage de Martinez Zogo. Il se débat avec les pieds comme quelqu'un. Et vous voyez ceux qui ont eu le courage d'observer la scène, de filmer la scène. Je crois que ils sont pires que des démons. Qu'est-ce qui vous a... Donc, ce qui m'a... D'abord, donc comme je l'ai fait observer tout à l'heure, il y a certains qui sont pires que des animaux dans ce pays. Deuxième chose, c'est que les concernés sont dans la salle. Ça veut dire quand on diffuse, les concernés sont dans la salle. C'est pourquoi j'ai dit peut-être qu'ils doivent être entraînés. Parce qu'un comme moi, les remords allaient peut-être m'entraîner directement dans le coma. Mais ils ont l'air un peu calmes. C'est comme s'ils avaient posé un acte normal, un acte banal. C'est comme s'ils avaient effectué un exercice de routine. Et on se demande bien comment la République, au cas où ils ont été entraînés, comment la République peut penser de telles méthodes, de tels modules dans des écoles de sécurité. Au cas où, je dis bien au cas où. Donc, c'était le premier jour, selon ce qu'on m'a rapporté, c'était l'émoi total. Il y avait ceux qui ont coulé des larmes. Le deuxième jour, j'étais assis à côté de, je crois, la grande sœur de Martinez Zogo, une sœur de Martinez Zogo. Et puis, elle a commencé à pleurer. Elle s'est levée, j'ai demandé à une amie avec qui j'étais de la suivre parce qu'elle pouvait tomber. Et puis, je lui ai suggéré d'aller dire à la dame de rentrer. Parce que c'était vraiment... donc les images là sont choquantes. Donc, je me demande si dans notre pays, il y a des individus qui peuvent avoir de telles intentions et surtout passer à l'acte. À côté de ces témoins, de cette vidéo, parce qu'au manque de mots, je voulais sortir. Parce que le premier jour, j'ai dit Dieu merci, je ne suis pas allé au tribunal. Mais le deuxième jour, dès que l'avocat de Danwe a dit il faut faire rejouer la vidéo, je voulais sortir parce que je ne voulais pas regarder cela. Moi, j'ai connu Martinez. J'ai connu Martinez 2015, 2016, 2018. Par l'entremise de Roméo Dick. On a fait beaucoup de programmes ensemble à la radio des artistes à l'époque. Donc, vous voyez ce Martinez Zogo-là en train de partir. En train de partir. Donc, ça fait froid au dos. Mais ce que je voulais rappeler, avec votre permission, Duval, c'est que il faut qu'on laisse la justice agir librement dans cette affaire. Parce que les Camerounais ont besoin de la vérité. Les Camerounais ont besoin d'une justice pour Martinez et une justice pour tous ceux-là qui sont morts dans les mêmes conditions. Maintenant, ce qui s'est passé pendant ces 2 jours, certains sont allés vite en besogne en disant tel a été blanchi, tel a été inculpé. Je crois que si on rentre juste dans l'objet de la présence de l'expert au tribunal, ce jour, ces 2 jours, et si on essaie de tenir compte des difficultés qu'il a eu à rencontrer, également présumer qu'il peut y avoir quelques zestes d'incompétence, on ne peut pas facilement
se lancer dans ce type de On revient sur la jubilation. sortie de l'expert tout à l'heure. Je voulais recueillir l'avis des autres sur ce plateau. Maître Claude Assira, vous êtes avocat et on voit très présent sur le terrain la défense des droits humains. Quel message la diffusion de cette vidéo envoie-t-elle aux journalistes et aux défenseurs des droits humains? Vous savez, moi je dis souvent à mes étudiants, si vous allez en brousse, vous voyez un fauve, un lion, un tigre, un guépard, il n'a pas besoin de vous parler pour que vous compreniez que ce n'est pas un ami. Il est féroce, il va vous faire du mal. Par son apparence, son air, son regard. Voilà, vous comprenez qu'il ne faut pas. Or, l'être humain, il est vous, il fleure les plus beaux parfums venus de loin, il a une belle cravate, il parle bien, il s'exprime bien, et pourtant, il peut tuer. Je vous assure que ce que raconte Aristide Monod, et je le comprends, quand on n'est pas habitué aux choses de la justice, à côtoyer des criminels au quotidien, je peux comprendre que on veut y tourner un peu de l'œil. Malheureusement, l'être humain, il est comme ça, il est banal. Vous n'allez jamais voir sur lui des crocs, des manifestations particulières d'une certaine dangerosité, et pourtant, il est dangereux. Il est même parfois pire que la bête. Et c'est dans ces conditions-là que Martinez Ogo a été traité. Effectivement, quand vous voyez les personnes, on vous dira évidemment, je crois que nous tous ici, on va s'entendre sur une chose et dire que par convention, ils sont tous présumés innocents. Voilà. Mais il n'en demeure pas moins que le faisceau concordant d'éléments et d'indices dont l'expert, il y a beaucoup de choses à lui reprocher, j'espère qu'on va y arriver tout à l'heure, mais au moins a apporté un certain nombre d'éléments concordants qui permettent de se rattacher à d'autres que nous connaissions déjà et qui peuvent aujourd'hui permettre de commencer à se faire une petite conviction qui établissent qu'il y a au moins 5 ou 6 de ce que nous voyons là qui étaient dans l'environnement immédiat de ce monsieur. On n'a pas fait que le torturer, on l'a tué. On n'a pas fait que le tuer, on l'a filmé. C'est-à-dire qu'ils ont eu le courage de se dire qu'on va, vous voyez, on traite la personne dans ce qu'elle a de primaire, de bas, dans ces derniers moments où vous avez été dans la pire des lâchetés humaines, parce qu'ils ont dû se mettre à plusieurs pour cela, pour arracher une vie qui ne vous a rien fait, à vous. Ils ne sont pas menacés. Je vous assure que l'être humain, il faut s'interroger sur l'être humain. Et non seulement on l'a filmé, on peut se demander à quelle fin. C'était forcément ou pour rendre compte aux commanditaires, ou éventuellement pour pouvoir la diffuser, comme aujourd'hui c'est... Et j'incline à penser que cette deuxième exigence n'était pas non plus à exclure, puisque les conditions dans lesquelles on retrouve son corps sont aussi un message. Donc on a voulu, après avoir tué l'homme, le journaliste, tuer également toute velléité de contestation ou de dénonciation auprès de quiconque. C'est vous dire un tout petit peu l'ignominie de ce crime. Donc, ce qu'on va encore dire aujourd'hui sur l'être humain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau là-dedans, simplement craindre, parce que chaque jour, chaque année, la civilisation est en train de changer, peut-être de façon imperceptible. Je ne sais pas, les gens de notre génération avaient rarement l'occasion de voir égorger quelqu'un en mondovision. Aujourd'hui, on tue en égorgeant et on filme. Aujourd'hui, on met des gens dans des cages, on met le feu, ou on les noie petit à petit, etc. Ce sont des choses qui sont des éléments de la civilisation moderne, entre guillemets, de l'être humain, c'est-à-dire l'être le plus intelligent de la création, aujourd'hui. On tue pour tout, on tue pour le pouvoir, on tue pour l'argent, on tue pour tout. Donc, l'être humain, moi j'ai l'impression, est aujourd'hui de plus en plus fragile dans cette société que rien ne retient. Autrefois, et je pense que là je vais parler sous le couvert, il y avait le droit international qui protégeait, qui avait une illusion de protection. Aujourd'hui, si vous êtes Israël, vous êtes des États-Unis, ou du moins les États-Unis de Trump, ou autres, il n'y a plus rien qui vous arrête. Donc, je pense que dans
nous vivons juste parce qu'il n'est pas venu dans l'idée de quelqu'un que nous pouvions être éventuellement des adversaires quand on est de l'Occident, ou alors que parmi les gens qui nous tolèrent, ici à l'intérieur du Cameroun, ils se disent que, bon, on peut encore leur donner un petit dimanche. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, je pense que dans la situation où nous sommes, il y a vraiment lieu de sonner, d'appuyer sur la sonnette d'alarme, parce que je pense que le monde va mal. Le monde va très très mal. L'humain est menacé dans sa vie, dans son existence, et il n'est pas normal que nos vies ne reposent que sur la volonté, la grâce de quelques-uns qui peuvent la manipuler impunément. Parce que le crime de Martinez Zogo, c'est le crime de l'impunité. On vit sous le régime de l'impunité où les gens ne pensaient pas à l'époque que les choses pouvaient tourner si mal. C'est la raison pour laquelle les organisateurs du crime se sont dit, après tout, on peut y aller. Et malheureusement, en dehors de Martinez Zogo, qui est aujourd'hui une exception, puisqu'on a réussi à faire un procès dont on va parler encore tout à l'heure, qui comporte beaucoup de choses trappes, malheureusement, beaucoup dans le reste, dans 99% des situations, on reste encore dans sous le régime de l'impunité. Maître Calvin Diop, est-ce que vous avez le sentiment que la projection de cette vidéo peut véritablement contribuer à la manifestation de la vérité judiciaire? Déjà, le premier sentiment que j'ai, la première impression que j'ai eue ce jour-là, c'est qu'on est on arrive dans une phase critique du procès. Parce que la diffusion de cette vidéo est un aspect assez grave. Grave humainement, parce que on a montré qu'au centre de ce dossier, il y a un homme, un journaliste, qui a subi quelque chose d'inacceptable, qui a été déshumanisé. Et grave judiciairement parce que, effectivement, on a posé sur le débat contradictoire une vidéo que les juges se devront d'analyser, d'apprécier, et enfin, avant tout de regarder, analyser, apprécier. Donc, cette diffusion, je vais quand même revenir sur ce que M. Aristide Monod a dit, c'est que, effectivement, concernant l'émotion, moi, j'étais quasiment à quelques mètres de l'écran, et par moments, je tournais ma tête, puisque les mises en cause sont à, allez, même pas à 10 mètres de moi. Je tournais ma tête, je regardais, effectivement, ils avaient du mal à assumer ce qui passait à l'écran. Ils avaient du mal à assumer. On le voyait vraiment sur leur visage. Certains même baissaient la tête par moment. Et pour... oui, ça c'est le premier jour. Exact, le premier jour. Sur la question des éléments de torture, moi je suis plus naïf depuis longtemps. Donc chaque État a des équipes spécialisées pour ce type de process. Et dans le commando qui a enlevé Martinez, il y avait le responsable de formation de torture, pour le dire. Et par contre, pour les autres États, on l'utilise pour les ennemis de l'État. Pas pour le citoyen lambda qui peut être comme Martinez, journaliste, qui dénonçait des choses. On l'utilise pour les gens qui on estime qu'ils peuvent porter atteinte à la sécurité de l'État. Alors, est-ce que Martinez, en dénonçant la corruption, en dénonçant les détournements, portait atteinte à la sécurité de l'État? Je ne pense pas. Et surtout, il faut noter que, oui, c'est dans le cadre de leur activité. C'est malheureux, et je rejoins encore Maître Assira là-dessus, qui disait que, oui, l'être humain, on se questionne sur l'humanité en soi. Mais il faut comprendre que ce type de service, c'est leur boulot au quotidien. Oui, mais lorsqu'on vous écoute, lorsque vous le dites ainsi, oui, on peut avoir le sentiment qu'il y a donc au sein de cette institution une direction de la torture. Je ne serais pas loin de le dire, en fait. C'est ça la réalité. On parle d'un service de renseignement. Ils ne sont pas là pour jouer au billes ou enfin, jouer à la poupée. Non. Dans chaque pays, Dieu seul sait, moi j'en ai subi dans d'autres pays les affres de ces gens-là, mais chaque pays a des services comme ça. Voilà, on le cache, d'autres l'acceptent, d'autres l'admettent, d'autres voilà,
le disent pas publiquement, mais chaque pays a ces services-là. Je vous interromps une seconde. Vous allez développer. Je voudrais juste dire une question qui vient à l'esprit. Maître Claude Assira, lorsqu'on voit des agents d'une unité d'élite, par exemple, utiliser un groupe WhatsApp dénommé SOA pour coordonner, il faut le dire, la liquidation d'un journaliste, c'est quand même une image d'une violence inouïe. Est-ce qu'on assiste là à un procès, au procès d'individus, ou plutôt à la mise à nu, n'est-ce pas, d'une dérive systémique au sein des appareils de sécurité de l'État? Ça, c'est une très très bonne question. Je crois que c'est une question centrale. Elle est fondamentale. Et là-dessus, Maître Job, avec lequel j'entretiens les meilleurs rapports en dehors et dans la salle d'audience, je pense que lui et moi, il me concédera de ne pas être d'accord avec lui sur ce point-là, et réciproquement. Et je peux comprendre que pour lui, il soit important que ce soit la DGRE comme entité, État du Cameroun, pour un certain nombre de raisons, alors que moi je pense que des individus ont commis une faute qui est considérée comme étant une faute détachable de leur service. Ce sont des individus. La preuve d'ailleurs aujourd'hui, c'est que on a cherché par tous les bouts. Moi le premier. Alors, je vais peut-être vous faire une révélation. Quand j'ai été approché dans le procès, j'ai d'abord été sollicité par un certain nombre de mises en cause aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de les citer, déontologiquement. Ça me dérangeait, non pas parce que je veuille être vertueux. L'avocat ne défend pas une cause, il défend un homme, un individu. Je l'ai toujours dit ici. Donc ça ne me dérangeait pas, ça ne m'aurait pas embêté en conscience de défendre le... Mais j'estimais que là, en l'occurrence, ma clause de conscience, qui suis également quelqu'un qui prend la parole publiquement et qui dénonce, ne me permettait pas d'être en harmonie intellectuelle, mentale et psychologique pour défendre quelqu'un qui fait à peu près la même chose que moi. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas voulu. En revanche, quand j'ai été approché par l'État du Cameroun, ils m'ont laissé un choix que je n'aurais pas eu si j'avais dû défendre un individu. Parce que quand vous défendez un individu, vous prenez fait et cause pour lui. Alors que l'État m'a dit, si vous estimez que dans la cause, il y a eu un dysfonctionnement à notre niveau, vous avez le droit de le dénoncer. J'ai pu le vérifier tous les jours depuis que ce procès a commencé. Et je peux vous dire, je parle également, je pense que s'il y a des témoins dans la salle, si Aristide était bel et bien là, je crois qu'il a dû suivre la cross-examination qui a été faite, et je vous assure que ça ne me dérange pas de chercher, y compris à l'intérieur de la DGRE elle-même. Et beaucoup d'autres personnes le font. Donc, or, il y a une déconnexion à ce jour, organique et personnelle, entre ceux qui ont agi et l'autorité qui était responsable en premier, la DGRE, à cette époque-là. Et je suppose, pour l'instant, la procédure se poursuit, elle pourra peut-être faire d'autres révélations, nous continuerons à chercher, et je suppose les personnes qui sont au-dessus d'elle, c'est-à-dire la présidente de la République notamment. Donc, je suppose que, en l'état actuel des révélations que nous avons, ce sont des individus qui ont pris l'initiative sur eux, sous la coordination de l'un d'eux, d'entreprendre cette opération qui s'est révélée aboutir à l'assassinat de Martinez Zogo. Et si ça avait été le contraire, encore une fois, je pense que dans la construction de ce pays, on se devait tous de pouvoir pointer du doigt là où ça fait mal, parce que c'est Martinez Zogo aujourd'hui. Il y a peut-être eu d'autres personnes qui sont mortes ou qui ont été torturées sans mourir avec les mêmes méthodes. Mais je pense que si on veut vraiment que les choses changent, nous devons pouvoir assumer de dénoncer, à quelque poste que nous soyons, les dérives qui sont celles de notre système. Alors, poursuivez votre développement, Maître Job, je vais peut-être vous relancer. Beaucoup estiment que ce procès est entré dans une phase décisive. Non seulement parce qu'il y a cette vidéo qui a été diffusée et qui montre les derniers instants de Martinez Zogo, mais parce qu'il y a maintenant l'introduction d'une nouvelle phase où il y a des preuves techniques, numériques. Et à ce sujet, il y a cette sortie du professeur Bel Pichoka qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Oui, non, mais, quand on parle de cette nouvelle phase, effectivement, parce que
avec le rapport du professeur Belbichoka, ça maîtresse Sira l'a dit, c'est que on a une idée de la chaîne organisationnelle, décisionnelle, qui a conduit à l'enlèvement et à l'assassinat odieux de Martinez Zogo. Donc on sait, ce rapport vraiment a fait ressortir des éléments. Bien sûr, il y a la présomption d'innocence, mais qu'on soit bien clair, la présomption d'innocence ne veut pas dire qu'on ne doit pas débattre sur des indices concordants graves ou des éléments de preuve qui incriminent tel ou tel accusé, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Oui, ce qui n'est pas acceptable, c'est que le débat aille dans le sens d'influencer une décision de la justice. Exact. Et ce qui a été fait, bon, on reviendra peut-être là-dessus, ce qui a été fait par ailleurs à l'issue de cette audience. Mais qu'on soit, que vos téléspectateurs soient bien conscients du fait que ce rapport, vraiment, en dépit des éléments qu'on avait déjà au préalable, vient vraiment remettre du moins une couche supplémentaire sur la manifestation de la vérité. Parce que on dit, on a des individus on voit qu'ils étaient très très bien organisés. On a des task forces qui ont été mises en place pour donner un certain narratif dans l'espace public pour pas qu'on incrimine on faut bien qu'on se concentre trop sur l'un des mises en cause. On a eu un mécanisme d'infiltration de la commission mixte pour savoir quelle décision allait être prise et quelle orientation allait être donnée par cette commission mixte pour pouvoir anticiper à l'extérieur et donc faciliter, tu vois, tout ça c'est en lien, faciliter ce narratif qu'on devait poser et même faciliter ce processus de destruction de preuves que le rapport a pu mettre en évidence. Donc, pour moi, aujourd'hui, comme je le disais d'ailleurs, on est quasiment à 98% de la manifestation de la vérité sur la base de ce rapport. On reviendra bien évidemment sur les questions, sur les manquements qu'il y a, parce qu'il y en a, bien évidemment. Mais toujours est-il que, au sortir de cette audience, on est, en tout cas pour ce qui est de la partie civile, on sait qui a manigancé quoi autour de quoi, qui a participé à quelle phase, et qui a même, enfin du moins qui a été à l'initiative de ce projet mortifère. On revient là-dessus tout à l'heure, bien évidemment. Je voudrais avoir l'avis d'Edmond Kamga sur cette question-là. C'est un tournant historique que prend le procès Martinez Zogo. Tournant historique, peut-être, je ne sais pas. Je voudrais le croire que ce soit un tournant historique. Mais c'est inédit, c'est nouveau. Et cela n'a pas laissé indifférents les Camerounais qui ont entendu parler de cela. Et les Camerounais notamment qui étaient à cette audience. Les gens en parlent. Pas seulement au pays, même à l'extérieur du pays, même à la diaspora. Ça suscite beaucoup de commentaires. Et effectivement, ça conforte certains indices. Et ça conforte et donne une lumière supplémentaire sur la chaîne décisionnelle et même sur la manière dont les choses auraient été organisées pour que Martinez Zogo soit torturé et assassiné. Je voudrais ici surtout dire que c'est quand même un grand moment. C'est un grand moment de la justice dans un cas d'assassinat. C'est un grand moment. Et notamment dans un cas d'assassinat de journalistes. Parce qu'on n'a pas vu ça auparavant. Qu'une vidéo, qui est un film qui retrace, si ce n'est qu'un extrait, certainement, ce n'est pas tout, ce n'est qu'un extrait, donne des éléments, conforte, comme je l'ai dit, des choses qu'on pensait déjà, mais dont on n'avait pas de manière concrète la preuve, de la torture par exemple. Donc il y a beaucoup d'indices qui sont devenus des véritables preuves à cette audience-là. Mais je voudrais davantage insister sur une chose. Si le Cameroun est un état de droit, il faudrait que dans la suite de ce procès, qu'on écoute effectivement d'autres experts, j'espère que c'est le cas, et qu'il y ait cette contradiction, qui est véritablement le débat entre chacune des parties aux prochaines audiences,
pour que la lumière soit véritablement faite sur l'ensemble des auteurs. Je dis bien l'ensemble. On connaît déjà, on a une idée de certains auteurs qui sont mis en cause. Je dis l'ensemble des auteurs de ce crime et surtout des commanditaires de ce crime. Parce qu'il y a encore des zones d'ombre sur les commanditaires. Il faudrait qu'on sache qui sont les véritables commanditaires de cet assassinat de journalistes. Et je voudrais à ce niveau souligner que l'année 2023 seulement, l'année au cours de laquelle Martinez Zogo a été assassiné, il y a eu 3 assassinats de journalistes. Il y a eu 8 assassinats de journalistes, pratiquement, depuis 1988. Et je vais lister ici, la liste n'est pas exhaustive. J'ai répertorié les assassinats de journalistes au Cameroun, ainsi que des cas d'agression mortelle de journalistes. Je voudrais citer 8 cas, y compris celui d'Arsène Salomon Bani alias Martinez Zogo, qui pour moi est le premier cas retentissant sur le plan judiciaire. Cet animateur radio, chef de chaîne Amplitude FM, qui a été enlevé le 17 janvier 2023 et qu'on a retrouvé mort 5 jours après, c'est-à-dire le 22 janvier 2023 à Yaoundé, dans un coin de la ville de Yaoundé. Il a été, comme tout le monde peut le constater, et même les téléspectateurs, torturé avec cruauté, sauvagerie et atrocité. Le deuxième cas que je cite, c'est Jean-Jacques Olabébé, animateur radio et prêtre orthodoxe. Il a été assassiné dans la même période. Retrouvé mort près de son domicile au quartier Mimboman, à Yaoundé, le 2 février 2023. Le troisième cas que je cite ici, c'est Abamenda, Agnès Denso, journaliste au journal en ligne, Advocate Newspaper, assassiné par balle Abamenda à la sortie d'un bar, le 7 mai 2023. Le quatrième cas que je vais citer est un cas bien connu de tous les journalistes de l'opinion publique nationale et internationale. Samuel Ouazizi. De son vrai nom, Samuel Eboué Adjeka alias Adjeka, que l'on connaît comme Samuel Ouazizi, journaliste, reporter d'images et présentateur d'une émission à Chillen Music Television. C'était une chaîne privée à Boya. Il avait été enlevé à Boya le 2 août 2019 et transféré à Yaoundé le 13 août. Il est mort en détention le 17 août 2019. Jusqu'aujourd'hui, sa dépouille n'a pas été remise à sa famille, Samuel Ouazizi. Le quatrième cas que je cite ici, dans la liste que j'ai élaborée, Bibi Ngota, Germain Siri, rédacteur en chef de Cameroun Express, arrêté le 5 février 2010 avec 3 autres journalistes. Il est mort en détention à la prison centrale de Kondengui le 22 avril 2010 dans des conditions très suspectes, non élucidées. Je rappelle qu'il avait été torturé par des services, y compris par le même service qui a été évoqué tout à l'heure ici. C'est-à-dire par les éléments d'un service qui sont indexés dans l'affaire Martinez Zogo, Bibi Ngota. Officiellement, le rapport officiel avait dit qu'il a été mort des complications liées au sida. Il n'en était rien, la famille a démenti. Il n'avait pas le sida. Le 6e cas que je vais citer, c'est un cas plus ancien. Joseph Mbassi, rédacteur en chef de l'Effort camerounais. Retrouvé dans sa chambre, mort bien sûr. C'était le 25 octobre 1988, le corps mutilé, couvert de sang. Aujourd'hui, on ne sait pas effectivement qui l'a assassiné, Joseph Mbassi. Le 7e cas que je vais citer, c'est Jules Koum, directeur de publication du journal Le Jeune Observateur, promoteur de la radio Hope, correspondant de Reporters sans frontières. Il est mort dans un accident de la circulation à la sortie sud de Yaoundé le 4 novembre 2011. Mais selon certaines informations, il aurait été assassiné et sa mort, l'accident de circulation n'était qu'un déguisement de son assassinat.
Je vais citer un cas encore plus controversé, qui s'est déroulé non pas au Cameroun, mais aux États-Unis. C'est mon 8e cas dans ma liste. Pius Numeni Ndiawe, directeur de publication du Messager, mort également dans un accident de circulation sur une autoroute de la Virginie aux États-Unis le 12 juillet 2010. Quel message vous voulez faire passer, Edmond? Voilà 8 cas Quand vous revenez sur d'assassinat de journalistes. Je citerai également plus tard 5 cas de journalistes mortellement agressés. Ils sont en vie. Quel message vous voulez faire passer? Le message que je vais faire... Parce que Reporters sans frontières lui-même, dans son dernier rapport, a indiqué que le Cameroun est le pays le plus dangereux pour les journalistes. Est le pays au monde le plus dangereux pour les journalistes. Enfin, l'un des pays les plus dangereux pour les journalistes. Le message que je veux faire passer, c'est que le Cameroun est effectivement l'un des pays africains les plus dangereux pour les journalistes qui exercent ce métier. Je confirme ce que dit Reporters sans frontières et d'autres ONG internationales de journalisme. Permettez, avant que je n'analyse ou développe profondément, pour répondre à votre explication, je cite les 5 autres cas que j'ai listés. 5 cas, c'est beaucoup, Edmond. 5 cas, mais je vais les dire de façon résumée. Parce qu'on ne va pas écouter... Non, il faut qu'on le sache. Que Mathis n'est pas seul, n'est pas le premier qui a été assassiné. Oui, je vais les citer 8 cas. Non, je vais dire qu'on peut peut-être analyser sur la base de ceux qui ont été tués, parce que s'il s'agit des gens qui sont agressés, on peut avoir une vingtaine de cas en une semaine. Non, je ne sais pas, mais j'ai cité 5 cas. Je cite, en fait, c'est les cas les plus importants. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu une vingtaine de cas au moins de journalistes agressés, mais je n'ai cité que 5 cas. C'est des cas symboliques. Il s'agit notamment de Paul Touta, Étienne Tassé, Nicolas Tejoumessi, Séverin Tchoukou, Edmond Kambia, moi-même. Je suis concerné par les cas de journalistes mortellement agressés. Et je m'en voudrais de ne pas citer ces cas-là. Je suis aussi concerné. Mortellement agressé. Je l'ai été. Beaucoup de gens ne le savaient peut-être pas. Paul Touta, lanceur d'alerte. Bon, enfin, quand vous dites mortellement agressé... C'est parce que je vis encore. Vous avez été agressé et que vous êtes décédé. Enfin, je crois que c'est ce que Maître Assira... Mortellement agressé, c'est que j'étais prêt, bon, vous étiez proche de la mort. Proche de la mort. C'est mieux dit. En français facile, c'est que j'étais proche de la mort. Oui. J'étais ensanglanté, poignardé. Il faut que je le dise à l'opinion publique nationale et internationale. Paul Touta, lanceur d'alerte, enlevé dans la nuit du 9 au 10 mars 2022 par un groupe d'individus non identifiés. Toujours non identifiés, mais après, si on poursuit bien, on va savoir d'où il vient. Il a été enlevé, n'est-ce pas? Oui. Il a été victime d'agression sauvage. Bon, on l'a retrouvé ensanglanté, on l'a conduit à l'hôpital Biémassi, où il a suivi des soins d'urgence. Son visage était boursouflé. Ce n'était pas son premier cas, c'est au moins son troisième cas. Je vais sur le deuxième cas, c'était pendant les années de Braise. Étienne Tassé, directeur de publication de Challenge Nouveau, avait été sauvagement agressé en décembre 1995 par des éléments de la police en civil. On l'avait arrêté à Douala, ligoté. On l'avait conduit à 30 km de la ville de Douala, dans la forêt, entre Douala et Déala, où il avait été tabassé et abandonné dans la dite forêt. Il n'a eu la vie sauve que par des gens qui allaient au champ, des mamans, des vieilles mamans qui allaient au champ. Nicolas Tejoumessi, les gens ne le connaissent peut-être pas, il est décédé aujourd'hui. Mais il est décédé des séquelles des violences qu'il a subies. Il était journaliste à Challenge Hebdo. Mais au moment où il a été arrêté, enlevé, il était journaliste à Challenge Nouveau comme Étienne Tassé. Il a subi le même sort que son collègue Étienne Tassé et est mort des séquelles des violences qu'il avait subies. C'est pour vous dire que quand vous avez été mortellement agressé, vous pouvez mourir même beaucoup plus tard. Mais ce sont les séquelles de cette violence-là, de cette torture qui vous entraînent à la mort. Je vais citer les 2 derniers cas. Mon patron, PDG Séverin Tchoukou et moi-même. Directeur de publication de la Nouvelle Expression, Séverin Tchoukou a été sauvagement tabassé et traîné dans la boue le 2 novembre 1992 à Douala. On l'avait enlevé devant nous. J'étais là ce jour-là, on était en plein, on finissait le bouclage. C'était en plein, au bout du petit matin, on avait bouclé dans la nuit du 1er au 2 novembre 1992. Un policier en civil, que je ne citerai pas ici, mais qui n'est plus dans ce monde parce qu'il y a ce qu'on appelle le karma. La manière dont il est mort, c'est en fait le retour de ce qu'il a fait à mon patron. Brutalement
il est mort brutalement. Un camion l'a écrasé d'une manière qu'on ne peut pas décrire. Je voudrais dire que Séverin Tchoukou avait été donc roué de coups. Et surtout, ce qui est plus grave, vous connaissez son état pour ceux qui le connaissent bien, il est handicapé. Les fers qui se trouvaient dans sa jambe ont été complètement broyés. Il avait perdu connaissance. C'est un bon samaritain qu'il avait vu agonisant dans la cour du GMI à Douala, qu'il a transporté jusqu'à la clinique du docteur Daniel Mouna. De regretter mémoire. Je dis, et je dois dire, Daniel Mouna, fort heureusement, et c'était là, ce jour-là, lorsqu'il a été transporté à la clinique Mouna, où il a eu ses premiers soins. Et j'ai pu également ajouter que c'est grâce à un confrère, Benjamin Zebazé, qui était à l'époque à Challenge Hebdo, que certains connaissent bien sur Facebook, parce qu'il était présent sur Facebook, que Séverin Tchoukou a pu quitter le Cameroun dans des conditions très difficiles pour se retrouver en Europe afin d'être opéré. Parce que s'il n'avait pas suivi ces opérations-là, je crois qu'aujourd'hui il ne marcherait plus. Je vais citer également mon cas. Je vais être lent. Ça fait 20 minutes, c'est quand même un peu déjà. Écoutez, c'est bref, c'est bref. Je termine par le mien, parce qu'il faut commencer par les autres, par les confrères. Moi-même, j'ai été mortellement agressé dans la nuit. Je m'en souviens comme c'était hier. Dans la nuit du vendredi 27 février au samedi 28 février 2004 à Douala. Par un groupe de 6 personnes que visiblement la police a refusé d'identifier parce que j'avais déposé une plainte dans un commissariat non loin d'ici. Non loin du lieu où j'avais été agressé. Et de cette agression, j'ai eu une fracture de la clavicule. Et j'ai été poignardé, j'étais ensanglanté lorsque j'ai été transporté à l'hôpital. Je résume là simplement pour vous dire qu'en réalité, les journalistes sont effectivement en danger au Cameroun. Ça, c'est l'un des cas, l'un des moments où j'évoque, et c'est la première fois d'ailleurs que je cite la liste non exhaustive des journalistes assassinés au Cameroun et des journalistes mortellement agressés au Cameroun. Il y en a plein, il y en aurait beaucoup plein. Je ne vous parlerai pas des procès, la répression judiciaire que les journalistes ont subi, que nous ici, Séverin Tchoukou a subi, que David Nous de la Nouvelle Expression a subi. Ils sont retrouvés en prison. Et fort heureusement, ils ont été acquittés par la suite par la cour d'appel du littoral ici, dans une affaire où le principal concerné, pour le cas pour lequel Séverin Tchoukou et David Nous sont retrouvés en prison dans l'affaire Kamekru, ce monsieur-là se retrouve aujourd'hui dans les liens de la prévention. Alors, Aristide Mono, pour revenir sur la sortie de l'expert Bel Bichoka, qui a quand même fait des révélations qui, il me semble, paraissent importantes. On parle des téléphones, il n'a pas des téléphones éteints. Il parle des signes qui ont été retirés pour contourner les bornes locales. Il a décrit des méthodes qui sont présentées comme professionnelles de dissimulation, puisqu'on parle des téléphones écrasés. Et selon quelques chiffres qui ont été donnés, il semble que pour certains des mises en cause, seuls 18% des données numériques ont été récupérées. Alors, qu'en est-il des 82% de zones d'ombre numériques? Est-ce que cela ne complique pas l'affaire? Je vais, avant de répondre, je vais revenir sur l'observation de Maître Calvin Job tout à l'heure concernant les méthodes de torture. En fait, notre émoi se situe sur, pas forcément la torture en elle-même, mais la manière de torturer. Je ne sais pas si légalement, dans des unités en charge de la torture dans les pays, si on s'en tient à ce qui a été dit concernant Martinez Zogo, il est par exemple permis qu'on prenne le bâton et qu'on mette ça comme ça dans le derrière de quelqu'un, juste parce qu'on veut le torturer. Donc c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas vraiment affaire à des gens qui sont humains. Maintenant, concernant votre question, il faut rappeler que l'affaire Martinez Zogo ne se joue pas seulement dans les tribunaux. Elle se joue également dans l'opinion, le contrôle de l'opinion publique, et c'est pour cela que je vais laisser des questions d'ordre technique aux techniciens de la chose, aux avocats qui sont sur le plateau. Je vais juste restituer un bon nombre de choses qui peuvent aider le citoyen lambda à comprendre
ce qui s'est passé entre le 1er et le 2 au tribunal militaire de Yaoundé. Comme l'a relevé tout à l'heure Maître Calvin Diop, il s'agissait d'un témoin, du passage d'un témoin parmi d'autres témoins qui sont déjà passés. On parle, je crois, le 32e témoin. Ça veut dire que à partir de là, on ne peut pas construire un discours apolitique, c'est-à-dire un discours péremptoire sur l'issue de l'affaire. Le professeur Bell n'était qu'un expert, n'est qu'un expert parmi tant d'autres qui sont déjà passés et qui passeront encore au tribunal militaire. Leur rôle, c'est d'offrir des éléments à même d'aider le tribunal à prononcer finalement son verdict. Donc, ce qu'il a fait, ce n'était pas un verdict, ce n'était pas un jugement. À partir de là, il est difficile, comme je l'ai noté tout à l'heure, de dire que tel a été inculpé, l'autre a été blanchi. Deuxième chose, il faut rappeler que la méthode de travail du professeur Bell a buté sur un bon nombre de limites. Parmi ces limites, la mise à disposition de la totalité des outils téléphoniques des différents accusés. C'est pourquoi il a été très mesuré en disant ce qui est dit dans le rapport concernant tel accusé, c'est sur la base de tel nombre de téléphones. Par exemple, sur Amogobelinga, il dit 18%, donc 2 téléphones sur 11. Sur le cas de Eko, il parle de 3 téléphones sur 10 téléphones. À partir de là, 18%, 30% et 100% chez Danwe, on ne peut pas dire que ces éléments peuvent vous permettre de construire finalement un jugement, même si c'est au quartier ou dans les médias, c'est totalement impossible. 18% ne peut pas nous donner la vérité sur le comportement numérique d'un accusé. C'est pourquoi Maître Félicité est revenu sur cette affaire pour demander à l'expert, est-ce que 18% peuvent déterminer en fait le comportement global de l'individu dans l'affaire. Ce qu'il faut également relever, c'est que l'expert a buté sur, l'expert a buté sur l'expertise. Ça veut dire que son expertise a des limites en fait. Vous voyez par exemple que au niveau de la géolocalisation, les éléments qui ont été offerts à Maître Bell par les 2 opérateurs de téléphonie mobile ne lui permettaient pas de situer exactement les acteurs à des moments précis. Par exemple, lorsqu'il faut localiser Martin Savon, il dit dans un rayon de 100 mètres. Donc il ne peut pas dire avec précision. Lui-même, il a relevé. Et là, on était en train de chercher à établir un rapport. Si ce jour, il y a eu effectivement un rendez-vous entre tel acteur et tel acteur. Concernant par exemple Danwe, il dit il a repéré à tel moment dans des encablures du complexe Beyak, complexe Beyak vers Van Tropicana, où logerait en fait l'un des accusés. Il y a des limites liées au fait que certains échanges, certaines communications, il n'a pas pu les remonter. Il a restitué, il a restauré certains messages, mais d'autres il ne les a pas restaurés. Et également le fait que les communications, la plupart se passant via WhatsApp, WhatsApp ne permet pas d'enregistrer les appels audio et vidéo. Donc par conséquent, les acteurs pouvaient décider de ne pas communiquer par message et de communiquer uniquement par appel, sachant que les appels ne peuvent pas être facilement récupérables. Je crois que Maître Calvin Diop va revenir sur certaines occurrences d'appels qui font quand même peser de gros soupçons sur certains accusés. Ça veut dire qu'en un espace temps, vous avez 26 appels, ça interroge, 36 appels, ça interroge quand même. Donc à partir de ces petites limites, on ne peut pas toujours dire que tel a été finalement blanchi, l'autre a été inculpé. Il y a également le fait que, je ne sais pas si c'est Maître
Assira qui a relevé cela, mais je crois que c'est qui a relevé le fait que le professeur Bell a travaillé à la avec la DGRE. Voilà, a travaillé avec la DGRE, mais avant l'arrivée de Eco quand même. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération. Maintenant, pour nous autres petits observateurs, je dirais, Duval, on va aussi rester dans les pourcentages. Mon avis ne sera que 30% de ce que je pense exactement, que je pourrais penser de l'affaire, 18% de ce que je peux penser finalement de l'affaire. Ce que je puisse dire aux uns et aux autres, c'est que l'assassinat de Martinez Zogo est une affaire dans une grosse affaire. Et pour comprendre l'assassinat de Martinez, il faut comprendre la grosse affaire. Ça, c'est d'abord le premier élément, parce qu'il y a la ligne 94, la ligne 65. Forcément, ce n'était pas une affaire qui concernait directement Martinez Zogo pour dire que bon, le but ultime serait forcément son élimination. Donc, c'est une affaire dans l'affaire de notre modeste point de vue. Deuxième élément qu'il faut mettre en considération, c'est que il faut permettre à la justice d'aller au bout de ces investigations. Il y a des termes qui reviennent dans les échanges de ceux qui sont accusés. Envoyer la photo de la souris, rendre compte au boss, je ne sais pas, écraser la cible. Il faut que ceux qui sont accusés viennent expliquer c'est qui le boss, c'est qui la souris, c'est qui la cible. Ça permettra de comprendre davantage de comprendre mieux la situation. Et peut-être le moment venu, si le boss et la cible ne sont pas dans l'affaire, on pourra maintenant faire venir les uns et les autres. Troisième chose, selon ce que j'ai observé, analysé, c'est que le rapport vient compliquer la situation pour certains, dessert pour d'autres, et les taux pourraient chercher d'autres. Ça, c'est également une observation. Maintenant, il y a les influences qui pourraient compromettre d'une manière ou d'une autre la situation. Et globalement, j'ai écouté Maître Assira, j'ai écouté Maître Calvin Job, Maître Félicité, Maître Charles Tchungan, j'ai observé les uns les autres. J'ai l'impression que peut-être qu'à 80%, ils commencent déjà à saisir l'affaire. Maître Job ne va rien dire, Maître Assira ne va rien dire. Mais j'ai l'impression qu'ils comprennent mieux l'affaire, ils comprennent déjà mieux l'affaire, peut-être à 80%. Non, on ne va pas rentrer dans ce qu'on peut penser, parce que vous savez, dans ce pays, la terre glisse en saison sèche, même si Richard Bona a dit que Moulinex today, comme Chakala, mais il faut faire extrêmement attention, parce qu'on peut vous assassiner dans cette histoire-ci. Maître Claude Assira, est-ce que l'expertise, le rapport d'expertise du professeur Bell apporte des certitudes ou plutôt soulève davantage des interrogations? Ça suppose un inventaire. Il faudrait faire un inventaire. Mais pour être honnête avec vous, cette expertise est comme ce procès lui-même. Et ce procès est lui-même comme notre pays tout entier, c'est-à-dire compliqué. Il faut vraiment faire attention, ne pas se fier aux impressions qui vous sont données parce qu'il y a des trompe-l'œil, beaucoup de trompe-l'œil. Ce procès était, à mon avis, un procès pour l'histoire, où je pense que la justice aurait dû profiter de l'occasion, du regard de tout le monde, pour essayer de faire son aggiornamento et démontrer qu'elle est capable de mériter la confiance de tout le monde. C'est un procès test. Malheureusement, tout va complètement en sens inverse. Dès le début du procès,
le ministère public a choisi de privatiser l'affaire. Depuis que nous sommes, ça fait 32 témoins, le ministère public n'a jamais produit une seule pièce. Pour que nous puissions avoir les rapports, il a fallu que, qu'à un moment donné, on finisse un peu par pousser de la voix. Et c'est à cette occasion que le tribunal, pour une fois, a accepté de faire un renvoi et d'imposer qu'on nous donne. Le ministère public s'y est opposé catégoriquement, comme il s'y oppose pour tout pratiquement. On n'a pas le droit de reproduire le dossier. Il a décidé de limiter la sphère d'influence de l'État qui pouvait avoir des choses à revendiquer comme partie civile. Il lui a retiré cette partie pour ne le restreindre qu'à la seule. C'est-à-dire qu'on préjuge déjà qu'il ne peut être que civilement responsable, etc. Je peux vous multiplier des exemples comme cela. Lorsqu'on lui envoie des pièces concernant un individu, une personne qui est poursuivie dans la procédure, il décide de les garder pour lui-même. Le CED qui a initié la procédure lui dit « Je vous ai remis des pièces, il faudrait que vous les mettiez dans le dossier pour qu'on puisse s'en prévaloir. » Il dit que non, c'est lui, il a l'opportunité des poursuites. Bien. Donc vous avez une approche de ce dossier qui est un peu spéciale. Et ce rapport vient s'insérer exactement dans la même démarche. Nous avons eu, et ça il faut vraiment, et je voudrais là-dessus m'arrêter, être grave pour dire que on doit beaucoup à cet expert, beaucoup. Il a apporté des éléments. Vous savez, il y avait jusqu'à présent beaucoup de présomptions, beaucoup d'indices qui étaient épars. Il nous a permis de mettre le fil d'Ariane qui nous permettent aujourd'hui d'emboîter des éléments les uns dans les autres pour pouvoir en avoir une visualisation logique et compréhensible. Nous savions tous que Martinez Zogo était mort dans d'atroces souffrances. On l'imaginait, humainement, intellectuellement. Aujourd'hui, nous l'avons vu, on a été les témoins visuels de son agonie. Parce que il y a eu cet expert qui nous a apporté dans le procès un certain nombre d'éléments. Donc, moi je dis encore une fois, et il a fait, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que ça doit être Aristide, à ses risques et périls. Dans ce procès où on a tué une fois, pour la dénonciation, pour se cacher, il est possible de tuer une deuxième fois, etc. etc. Donc, même un expert qui intervient, et même nous qui braillons ici, nous ne sommes à l'abri de rien du tout. Il faut qu'on se le dise. On est à l'abri de rien du tout. Bien. Donc, lui, il a apporté un certain nombre d'éléments qui nous permettent aujourd'hui de nous construire de façon plus solide un certain nombre de choses. Donc, on lui doit ça énormément. Et il dit que, à la vérité, vous ne pouvez pas être un acteur de la recherche, la vérité et de la justice et refuser à l'un des acteurs, en l'occurrence à M. Belbichoka, cette vérité, cette part qui lui appartient. Mais il n'en demeure pas moins que, comme je lui ai dit, ce rapport est extrêmement lacunaire. Une vérité, ça ne se saucissonne pas. À partir du moment où vous mettez un épithète à la vérité, ce n'est plus la vérité. Et là, en l'occurrence, moi j'ai été un peu surpris de constater que l'énergie, le génie qu'il mettait pour un certain nombre de personnes, il ne le transposait pas pour d'autres. On s'est aperçu par exemple que pour l'un d'eux, on a l'impression que c'est un peu une expertise à tête chercheuse. Lorsqu'il se retrouve confronté à une difficulté pour l'établissement des métadonnées ou quelque chose comme ça là, de l'un, lorsque les appareils qu'il avait par devers lui ne lui permettent pas de relier les éléments entre eux, il cherche une solution de rechange, il s'en va dans l'iCloud, et à partir de là, il arrive à reconstituer un certain nombre d'éléments. Quand il n'a même pas cet élément-là, il passe par les correspondants éventuels, là en l'occurrence une secrétaire, qui n'était pourtant pas immédiatement visée dans la procédure. Mais il ne fait que pour un seul des acteurs. Pourquoi ne le fait-il pas pour les autres? J'ai du mal à comprendre cette pusillanimité lorsqu'il y a d'autres personnes. On a le sentiment un peu... Oui, moi je me retrouve un peu dans le même jeu que celui de l'accusation jusqu'à présent, qui met l'accent, qui enlight
sur un certain nombre de faits, mais qui sur d'autres, voilà. On a assisté à une scène surréaliste où pendant plus d'une heure, on nous a interrogés sur un personnage public dont on a du mal à comprendre le lien avec l'affaire. Et manifestement, c'était pour faire ou la distraction ou la diversion. Un peu pour nous faire croire que, en dehors de ce que deux acteurs se disent entre eux à propos de Martinez Zogo, ça n'a pas d'importance parce qu'ils se parlent d'autre chose qui peut aussi être le lien qui leur a permis d'échanger, et ce n'est pas forcément Martinez Zogo. Je ne comprends pas que une personne n'ait pas l'ensemble de ses téléphones, qu'on nous dise que des communications dont on connaît à peu près la périodicité, elles-mêmes déjà suspectes, parce qu'un nombre d'appels relativement important à la veille de l'enlèvement, dans la période des faits, des gens qui se parlent, hein, ils ont dit, parce que ce que révèlent les conversations avec ce responsable, un ancien directeur, voilà, vous chercherez dans que cette personne, il se parle depuis août 2022, abondamment. Mais bizarrement, dans la période où Martinez Zogo commence à être traqué, jusqu'au moment où il est enlevé et tué, ils ont cessé de se parler entre eux. On ne comprend pas pourquoi. Les liens, les connexions qu'il a faites autrefois pour d'autres, on ne les comprend pas, puisque son attitude était de chercher à comprendre, à partir des éléments qu'on lui avait donnés, des appareils, le comportement humain. Ça faisait partie également de sa mission. Là-dessus, il est muet. Lorsque l'un de ses acteurs, de ses interlocuteurs, complètement, totalement actif, hyper actif même sur la toile, supprime des messages qu'il a passés dans cet intervalle-là. À aucun moment, on ne nous dit quelle est la date de la suppression. Parce que la date de la suppression, je suis désolé, est aussi un élément important. Le message que vous avez supprimé 4 ou 5 mois auparavant n'est pas le même que celui que vous avez supprimé à un moment donné. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'il est possible de supprimer des éléments dans l'iCloud? Si ce n'est pas possible, pourquoi n'y est-il pas allé? Donc, toutes ces choses-là, moi, m'interpellent et me conduisent à me demander pourquoi il ne va pas au-delà. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne veut pas orienter les opinions, les esprits vers une personne pour qu'on ne regarde pas de trop d'autres qui pourraient éventuellement être concernés? C'est la raison pour laquelle moi je vous dis, je suis content de ce que j'ai, la visualisation du travail qui a été fait, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et je m'interroge sur ce qui peut parfois apparaître comme étant une partialité de ce rapport qui, à mon avis, avait la capacité, puisqu'il a montré par ailleurs, c'est ce qui nous a permis d'arriver là, avait la capacité de faire mieux pour tout le monde. Est-ce que c'est à votre avis, Maître Calvin Job, une expertise à tête chercheuse? Dans un cas, on creuse, on va jusqu'au fond, on retrouve même des éléments qui n'ont pas été forcément suggérés par l'instruction, et dans d'autres cas, on a le sentiment qu'on y va un peu du dos de la cuillère. Je partage cet avis. Je partage l'avis de mon confrère Maître Assira. J'ai juste un petit point où je veux nuancer, c'est réside dans le fait que, malgré tout, l'expert, il travaille sur ce qu'on lui demande de faire. Il a une mission. Il y a des outils qui sont mis à sa disposition. Maintenant, si ceux qui lui demandent de fouiller dans un sens orientent, comme ça a été dit, demandent d'orienter plus dans un sens que dans l'autre, c'est eux qui sont fautifs. L'expert, lui, il est juste là. Il ne se substitue pas au juge. Il n'est pas là pour qualifier. Il n'est pas là pour disqualifier quoi que ce soit ou qualifier juridiquement. Il est là pour, comme il a dit, retracer la scène numérique de l'infraction. Et donc, ces manquements-là, on les a tous constatés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, nous avons souhaité, on demandait au tribunal qu'il y ait une expertise complémentaire ou une contre-expertise, on appelle ça. Parce qu'on estimait qu'effectivement, qu'il y avait des pans qu'on aurait pu pousser, les investigations qui auraient pu être un peu plus poussées. Et donc, voilà, enfin, après, maintenant, il fait dans ses limites, aussi dans les limites technologiques du pays. Et bon, mais
au-delà de ça, on a quand même, on le dit, on a un rapport qui est très probant sur la plupart des mises en cause. Et ça, moi, ça me pousse d'ailleurs à dire, il y a la présomption d'innocence, mais c'est clair, mais ce rapport nous démontre d'une certaine manière que 99,9% des mises en cause ne sont pas étrangers à l'enlèvement et l'assassinat de Martinez Ogo. Qu'on se le dise. Alors, la suite, ça va être quoi? Parce qu'il semble qu'il y a d'autres témoins qui vont se présenter, la prochaine audience. Alors, il y a une deuxième expertise, qui celle-là, je pense qu'elle fera encore plus une grosse de vague. Et moi, que je le dis d'ailleurs... Technique, toujours sur les aspects techniques. Et moi, je le dis d'ailleurs en avant-première, qui est un torchon. Voilà. Avant. Alors, mais Duval, il faut préciser que ce n'est pas encore terminé avec le professeur Bell. Oui. Il y a le commissaire de gouvernement qui doit faire la réexamination à la prochaine audience et dans la foulée, on enchaînera avec l'autre expert. On va continuer de suivre ça. Alors, si l'actualité judiciaire a retenu l'attention, l'actualité économique également a marqué les esprits cette semaine avec notamment ce qu'on appelait l'affaire Globelec. En tout cas, c'est un sujet qui retient l'attention de l'opinion publique. Des stages de plus en plus récurrents. On a parcouru les grandes unes tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez, Edmond Kamgia, comment l'administration fiscale peut bloquer les comptes du principal producteur indépendant du pays au risque de plonger 40% du littoral et de l'Ouest dans le noir? Je vais peut-être expliquer ça de façon triviale, parce qu'on parle d'électricité, ça concerne tout le monde, et même dans les coins les plus reculés. Alors, vous avez une entreprise britannique qui s'appelle Globelec, qui fournit l'électricité, qui a des factures à l'État. Enfin, l'État ne paye pas les factures de Globelec. Globelec a donc des difficultés financières et n'arrive pas à payer l'impôt. Et l'administration fiscale décide, pour recouvrer cet impôt-là, by force, de sceller les comptes. Et Globelec aussi décide de couper la lumière. Vous demandez qui est fautif ou qui, si c'est non, normal. on n'est pas dans un tribunal ici. Moi, la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas derrière un problème de coordination au sommet de l'État Certes. qui aurait pu permettre qu'on évite une situation comme celle-là? On aurait pu éviter ça. Si l'État avait été sincère, avait été de bonne foi de bout en bout dans le processus, dans l'accord avec Globelec, l'État n'a pas joué son rôle jusqu'au bout. L'État, à quoi s'attend l'État quand il ne paye pas ses factures? Comment est-ce que Globelec va fonctionner? Avec quoi Globelec va payer justement ses impôts? On peut demander une chose et son contraire à la fois. Que l'État fasse d'abord sa part, Globelec va faire également sa part. Parce que dans cette affaire, visiblement, on pourrait trouver les torts des deux côtés. Mais en réalité, c'est l'État qui est fautif, c'est l'État qui est d'abord responsable. Parce qu'en plus, aujourd'hui, les conséquences, c'est qu'il y a délestage presque partout au Cameroun. C'est-à-dire délestage tous les jours, à Douala, Yaoundé, dans toutes les villes du Cameroun, y compris dans les villages. Tous les villages, n'en parlons pas. Je parle des grandes villes parce qu'il y a plus d'énergie et plus de lumière en ville qu'au village. Mais rien, c'est-à-dire que les industries ne peuvent pas tourner. Quand je parle d'industrie, c'est un bien grand mot. Est-ce qu'il y a des industries au Cameroun? L'industrialisation se porte très mal. C'est-à-dire le processus a totalement échoué parce qu'on n'a pas d'énergie. Or, voilà Globelec qui s'illustre dans un domaine où le partenariat aurait pu permettre qu'on ait l'énergie en permanence. Mais l'État n'a pas aidé à Globelec à faire son travail. La preuve, c'est que, tel que c'est parti, nous sommes partis, tel que les choses sont parties, il y aura encore plus et davantage de délestage de jour en jour. Et ce n'est pas ça que nous attendons de l'État du Cameroun. Nous devons avoir l'énergie tous les jours. Nous payons pour cette énergie-là. On a transformé Eneo en Socadel. On a dit que Socadel, écoutez, Société camerounaise d'électricité. Mais j'ai l'impression que c'est une société camerounaise de délestage. Quelle panne d'imagination. Parce que visiblement, il y a beaucoup plus de délestage en très peu de temps à Socadel qu'à Eneo. Je pense même qu'aujourd'hui, Eneo a fait de son mieux. Et mieux que ce que nous, de l'extérieur, on croyait. On se rend compte aujourd'hui qu'Eneo a fait beaucoup mieux par rapport aux difficultés qu'ils avaient par rapport à l'État du Cameroun.
Parce qu'ils ont laissé beaucoup de dettes parce que l'État ne paye pas ses dettes. Et nous avons souffert parce que l'État n'a pas payé. Et voilà, maintenant, c'est Globelec. Alors, Achille Monod, l'administration fiscale applique-t-elle la loi avec rigueur ou elle cherche tout simplement à faire un exemple avec Globelec? En fait, Duval, pour être un peu plus terre à terre, Eneo en partant devait 147 milliards à Globelec. Et Globelec doit aux impôts moins de 10 milliards. Ça veut dire moins de 10 milliards. Quand l'État a repris Eneo, à travers Socadel, il a repris la dette, ça veut dire l'argent que Eneo devait à Globelec. Et maintenant, l'État estime que il est plus dangereux, il est plus nerveux sur ces moins de 10 milliards et que Globelec devrait normalement rester tranquille face à ces 147 milliards que l'État lui doit. Pour encore faire simple, Duval, vous me devez 10 000 francs, moi je vous dois 100 francs. Vous venez me mettre la clé 14 pour 100 francs, pourtant vous me devez 10 000 francs. C'est de la malhonnêteté, en fait. C'est de la malhonnêteté pure et simple. Et il y a, ma foi, un problème de manque de coordination, effectivement. Parce que si la direction des impôts s'était assise avec le ministère de l'eau et de l'énergie, je crois qu'elle n'allait pas harceler Globelec. Elle allait fonctionner comme un vendeur d'eux. Parce que c'est l'État qui doit normalement se courber et supplier Globelec. Et comme on agit dans ce pays de manière impulsive, on a pensé un seul instant qu'on va juste geler les comptes pour un problème de 10 milliards. Alors, Globelec a dit, vous me devez 147 milliards. Il a juste éteint les deux centrales. Douala était dans le noir, l'Ouest était également dans le noir. Et ce qui est encore bizarre, c'est que Globelec avait décidé de quitter le bourbier Cameroun tout à fait. pour vendre ses actions à Savannah. L'État qui est dans une logique de renationalisation a dit non. On contrôle déjà le transport, on contrôle déjà, on a repris Eneo dans la distribution. Maintenant, on va contrôler même la fourniture de l'énergie à partir des barrages. Et certainement, Globelec est en train de lire les intentions de l'État du Cameroun. Et ne soyons pas surpris que dans les prochains jours, Globelec passe plutôt à l'offensive pour faire maintenant le chantage à l'État. Est-ce que l'État du Cameroun, à travers Socadel, aura donc les possibilités de sortir 147 milliards pour rapidement désintéresser Globelec? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui nous semble un peu fondamental, c'est l'indélicatesse de nos gestionnaires, de nos dirigeants. Ça veut dire Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Et puis, un directeur général des impôts dit qu'il s'en fout. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, il a dit, je m'en fous de Douala. Coupé, je m'en fous, vous allez me payer mais moins de 10 milliards. Et il arrête. Oh, bon, quand il dit qu'il s'en fout. Parce qu'il n'a pas mesuré les conséquences. Si, il n'a pas lui-même il travaille comme ça. Je dis, il n'a pas mesuré les conséquences. Moi, je ne sais pas s'il fait partie de l'un des premiers consommateurs de l'énergie électrique au Cameroun. Ce sont ces entreprises, ce sont ces usines. Est-ce qu'il a mesuré les dégâts? Et s'il les a mesurés rapidement, à l'acte ou une concertation avec le ministère de l'eau et de l'énergie, aurait permis quand même qu'il y ait un peu d'indulgence vis-à-vis de Globelec. Maître Karen Diop, sur cette question, justement, il y a une note du ministère de l'eau et de l'énergie. Le lundi 1er juin 2026, à 9h, les sociétés de production du groupe Globelec ont procédé au retrait des capacités de production des centrales thermiques de Kribi et Libamba du réseau interconnecté Sud. Cette situation intervient dans un contexte marqué par le blocage des comptes bancaires du dit groupe par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure de recouvrement forcé consécutive au non-paiement de certaines obligations fiscales dans un environnement de tension de trésorerie liée aux impayés persistants du concessionnaire de distribution. Le dit retrait a entraîné une réduction significative des capacités de production disponibles sur le réseau interconnecté Sud avec pour conséquence des perturbations dans l'alimentation électrique et des délestages affectant
40% des usagers des régions littorales et de l'Ouest. Dès la survenance de cette situation, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Indou Essouba, a engagé des démarches auprès de son homologue, du ministre des Finances, M. Glubo Moutazé, en vue de l'ouverture des concertations entre les administrations et les parties prenantes concernées. Et moi, je pose la question. Le médecin après la mort? En fait, le ministre est pris dans un étau, en fait. Il est une sorte de posture d'impuissance face à ce qui se passe entre le ministère des Finances, à travers son pseudopode qu'est la Direction générale des impôts et Globelec. Il faut comprendre, pour bien situer le débat, il faut comprendre que la Kribi Power Development Corporation pour le gaz, qui sert de centrale à gaz, et l'équivalent de Dibamba Corporation pour le fuel lourd, détenu à 56% par Globelec et 44% par l'État. Maintenant, avec ce débat-là, l'État se rend compte qu'au final, tous les mois, le contrat qui lie cette structure à Socadel coûte 8 milliards par mois. L'État veut ramener ça à 3 milliards. Tout ceci, ce n'est que des techniques de négociation ou de menaces de chantage pour faire plier Globelec, et aussi ce qui a été rappelé, limite de ne pas céder ses parts à Savannah Énergie. Là, on a un ministre, effectivement, qui prend cette note de service, mais il se rend bien compte qu'il est impuissant. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que l'électricité, c'est un secteur stratégique, un secteur vital. Quand l'électricité vacille, ce n'est pas simplement des ampoules qui s'éteignent, c'est toute une économie. C'est l'économie, c'est les ménages, c'est les entreprises, c'est tout ça qui sont dans l'obscurité. Comment l'État a pu laisser un secteur aussi stratégique dépérir de la sorte? Comment l'État peut permettre que des négociations contractuelles, que des recouvrements d'impôts et consorts puissent venir prendre en otage les populations? Prendre en otage les populations sur un secteur, je rappelle, qui est vraiment vital. C'est ça la véritable question qu'il faut se poser. Et là, ça nous fait ressortir ça nous fait comprendre que finalement, il y a un manque de gouvernance énergétique, il y a un manque de vision, parce que moi, j'ai un professeur en master 2 de services et politiques publiques qui nous disait que quand l'État intervient, fait une intervention économique, et qu'il soit intervenant ou régulateur, sa boussole, c'est quoi? C'est l'intérêt général. Et là, personne ne dit que les impôts ne doivent pas recouvrer. Personne ne le dit. Et personne ne dit que Globelec ne doit pas non plus payer ses impôts. Mais l'intérêt général à maintenir une économie sur pied, elle est où, là? À maintenir des populations dont l'électricité se situe à quel niveau? Est-ce qu'il faut être dans une logique capitaliste à tout prix, où on se dit, bon, comme vous ne payez pas, nous, on va vous presser jusqu'à la lie? Pour moi, c'est pas l'attitude à avoir. Et il faudrait que l'État revoie sa posture. Une fois de plus, malheureusement, le ministre, lui, il essaie un peu de jouer son rôle de ministre de tutelle, mais on voit bien que finalement, il n'a pas la main mise parce que les éléphants en haut, ils sont en train de bagarrer. Lui, il veut juste essayer d'être audible, donc de donner ce contexte-là. Mais la réalité, elle est celle-ci. On parle d'un secteur stratégique. Les populations ne doivent pas pâtir des errements, des manques de vision industrielle ou énergétique de nos pouvoirs publics. C'est ça la véritable problématique sur cette affaire. Alors, Maître Claude Assira, est-ce que cette affaire ne pose pas la question de la sécurité juridique des investissements, par exemple? Notamment. Bien sûr que si. Si vous voulez, moi je suis un peu plus inquiet que ce que vous indiquez, parce que il ne vous a pas échappé que l'État, le ministère des Finances, a fait ces temps-ci des emprunts qui conduisent à s'interroger sur la solvabilité de l'État du Cameroun. Et d'un autre côté, ce qui se fait toujours habituellement, parce que la situation que nous connaissons aujourd'hui ne me semble pas être une chose nouvelle. Je pense que les investisseurs privés ont souvent tendance à trouver des arrangements, voilà, avec l'État. Sauf que l'État qui aujourd'hui est peu solvable
j'ai entendu une expression, parce qu'à force de se documenter un peu, d'être inquiet, on est bien obligé d'aller chercher un peu. La dette flottante de l'État aujourd'hui est relativement importante. Et je pense que... Selon les données de la CAA, mars 2026, 15 416 milliards de francs CFA de la dette publique de l'État, alors qu'en fin 2024, on était autour de 14 000 milliards de francs CFA. Donc, c'est pour vous dire que les deux impératifs qui sont concomitants, c'est-à-dire là où il est redevable, où il doit restituer, payer ses contributions, font que s'il n'a pas les moyens de le faire, il va privilégier la puissance publique qui lui permette de faire jouer cette fois son rôle de créancier et exiger, alors qu'il lui suffirait de... Enfin, si on avait regardé les choses avec le regard arithmétique ou économique que j'entends les uns et les autres développer ici, on se dirait, bon, en droit même, on parle de la compensation. Les dettes se compensent toujours à concurrence de la plus faible. Or là, il se trouve qu'ils n'ont même pas les moyens. C'est pour ça que je vous dis que c'est un point... Moi, il faut regarder cette situation-là avec intérêt, parce que aujourd'hui, on paye encore les salaires. Je crois que depuis à peu près 5 ou 6 jours, vous avez des régions du Cameroun qui n'ont pas d'électricité, vous avez des dettes, des petites dettes par-ci par-là, à gauche à droite, qui sont gelées depuis un moment. Quand vous êtes dans le secteur public, je pense qu'il y a de petites inquiétudes. Je ne sais pas à quel niveau de solutionnement ils en sont là-bas, parce que je vois le ministre des Finances qui est relativement actif aujourd'hui sur beaucoup de terrain. Mais moi, je suis un peu inquiet. Je pense que ce que nous vivons là, ce n'est pas une simple question commerciale, comme on a tendance à le décrire ici entre un créancier et un. Il est évident que un opérateur privé doit payer à l'État les impôts. Ça ne pose absolument aucun problème. Voilà, ça va de soi. Mais dans la situation, le mode de fonctionnement qui a souvent été établi dans ce genre de situation, il y a des accommodements, il y a des arrangements entre soi, on peut différer, on peut laisser couler. Mais là, aujourd'hui, l'État se trouve être dans une situation telle qu'il a besoin d'argent. Donc, du coup, les petites conventions entre amis qu'on faisait auparavant ne lui conviennent pas. L'ennui, c'est qu'en saisissant effectivement les comptes, c'est-à-dire en utilisant les moyens d'exécution forcée brutale, il prive malheureusement son partenaire de ressources, de revenus qui lui permettent d'acheter le fuel, de faire fonctionner normalement les machines. Et ça devient du coup une sorte de voie de fait consacrée par la réalité économique. Parce que si vous n'avez pas les moyens d'acheter, personne ne peut vous reprocher. Voilà, ils sont en situation de force majeure. Ils peuvent pas. Donc, mais je pense qu'il faut qu'on regarde ça de plus près, parce que ça m'a l'air un peu plus inquiétant que le seul État qui refuse de payer. Je ne suis pas sûr qu'il refuse. Il faut se poser la question. Il y aurait des enjeux derrière qui dépasseraient la simple question fiscale. Oui, je pense que... Je ne sais pas si c'est des enjeux, parce que quand je vois votre sourire, c'est comme si vous voulez me faire dire qu'il y a comme une sorte de complot ou quelque chose, oui, de politicien qui viendrait de loin. Je pense qu'il y a une dimension fiscale, c'est vrai, mais je crains que ce ne soit pas seulement qu'une relation entre une personne qui est redevable de l'impôt et un État à qui on le doit. On a un État qui a de gros problèmes financiers, et c'est peut-être ça la traduction que nous envoyons aujourd'hui, c'est l'obscurité. Et je suis d'accord avec ce point de vue, d'autant plus que on n'a pas la force des choses, on accompagne des structures étrangères qui subissent cette même pression. Qui pour la plupart nous disent, écoutez, votre environnement, nous on va s'organiser pour partir, parce qu'on ne trouve plus notre compte. Et ça, c'est un vrai problème pour les investisseurs. Alors, l'insécurité juridique sur laquelle vous m'interrogez, évidemment, je pense que ça c'est notre plus gros problème. Hein. Je crois au Cameroun, la façon dont les décisions sont... Les lois ne semblent pas poser beaucoup de problèmes. On a évoqué tout à l'heure un problème de vétusté des lois qui sont anciennes, qui sont très vieilles, qui mériteraient d'être mises à jour. Mais même celles qui sont mises à jour, parfois, ne sont pas plus efficaces. Et lorsqu'elles sont claires, c'est l'interprétation qu'on en fait par la justice qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, assez spéciale, particulière, l'absence de Conseil supérieur de la magistrature, les modes de fonctionnement, la philosophie même de gouvernance d'une façon globale. Vous ne pouvez pas demander à la justice d'être vertueuse là où tout l'environnement autour
n'est pas vertueux. Mais au-delà de ça, vous avez l'omnipotent. Ce qui est important aujourd'hui dans les relations avec autrui, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. C'est la capacité pour un État à se soumettre, à s'assujettir aux lois qu'il a lui-même faites. Malheureusement, nous connaissons notre État aujourd'hui. L'État est devenu un acteur de la vie économique dans beaucoup de plans. Donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas entrer en interaction commerciale avec un acteur parce que vous ne savez pas, les voies d'exécution ne peuvent pas fonctionner de la même manière vis-à-vis de l'État que ce serait le cas pour d'autres personnes, ça pose un gros problème. La justice à laquelle vous avez recours est encore entre les mains du même État, et quand l'État ne fait rien, c'est d'autres pratiques, vous avez entendu parler surtout ici chez Douala, des sommes importantes entre entités. Toutes ces choses-là font que je pense que la sécurité juridique, la sécurité judiciaire, d'une façon globale, est un véritable problème, va être un gros frein au développement du Cameroun, lorsque nous déciderons même de rentrer, parce que pour l'instant on en est encore loin, on en est encore à chercher à sortir, à retrouver un peu le bon fonctionnement des choses, mais quand on en sortira, je pense que l'une des priorités, ce sera de remettre les choses sur les rails pour que la justice puisse être un véritable régulateur de la vie sociale et économique. Alors, on parle d'argent, on parle d'impôts, et on parle du ministère des Finances. Évidemment, ça fait qu'on parle des banques. Et depuis quelque temps, l'État du Cameroun a décidé de renationaliser beaucoup de banques. Il y a une qui fait des gorges chaudes, c'est la renationalisation de la Société Générale, puisque cette structure a décidé de partir. On aurait eu un peu de temps qu'on aurait évoqué ce sujet, mais ce sera certainement pour la prochaine fois. Le ministre des Finances, non. Je crois que le document que nous avons, c'est le secrétaire général à la présidence de la République, le ministre secrétaire d'État à la présidence de la République, qui écrit au ministre des Finances, Yaoundé, le 27 avril 2026, objet dossier ADICAM, Société Générale. Faisant suite à votre lettre dont l'objet et les références sont reprises en marge, dans le prolongement des très hautes instructions du chef de l'État, répercuté par ma correspondance du 10 mars 2023, j'ai l'honneur de vous faire connaître que M. le Président de la République vous prescrit de bien vouloir conclure un partenariat avec le consortium CNPS NCA Bank en vue de la gestion de la phase de transition consécutive à l'acquisition des actions de la Société Générale dans la perspective de la cession définitive à ce groupement des actions acquises par l'État auprès de la banque subventionnée. Vous voulez bien me rendre compte de vos diligences pour la très haute information du chef de l'État. C'est signé Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République. Messieurs, on va s'arrêter là pour ce dimanche. Merci infiniment. À vous, Aristide Mono, bon retour à Yaoundé. Bon retour également à Yaoundé, Maître Koulassira. Merci. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Merci pour l'honneur et l'amitié. Merci beaucoup. Merci également à vous, Maître Carvel Job, d'avoir accepté, au milieu de ces multiples tâches, des engagements, de trouver du temps pour cet échange républicain. Infiniment merci d'être venu. Et Edmond Kangia, je vous remercierai pas plus que ça, puisque vous êtes notre consultant. Et je crois que ça vous fait plaisir d'être toujours là le dimanche avec nous. Toujours avec plaisir. À vous, madame, messieurs, merci d'avoir regardé cette autre livraison de droit de réponse ce dimanche. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.